Bonjour à toutes et tous. J'ai cru qu'il y avait une question dans la salle. Tout le monde m'entend, c'est parfait. Donc effectivement, moi je vais avoir l'occasion de vous synthétiser un travail de 3 ans, le troisième volet du projet que l'OFDT a entrepris en 2015 pour la construction d'une échelle qui soit en mesure qui soit capable en fait de mesurer l'exposition des adolescents au marketing en faveur de l'alcool. C'est une étude que nous avons menée avec le soutien financier de l'INCa. Et il est vrai qu'après avoir introduit des modules pilotes dans nos enquêtes de 2015 et 2017, il est apparu important pour nous de pouvoir approfondir certains contextes. Ces contextes, ce sont la grande distribution, les festivals musicaux, le monde du sport qui, là, a été approché à travers le cadre des stades sportifs et de leur périmètre, et également Internet. Un mot d'abord sur le marketing, qui est peut-être une notion un petit peu complexe. Les experts le définissent comme un objet pluriel qui vise pour l'essentiel à créer des relations durables et rentables avec la clientèle. Et c'est un objet qui est pluriel à la fois par la multiplicité des acteurs qui s'investissent dans ce champ, mais également par rapport à la multiplicité des catégories qui le composent. Celle que nous connaissons le mieux est la publicité, mais il est vrai, vous le voyez, qu'il y a bien d'autres catégories. Et dans cette variété et dans le contexte français, il est vrai que seule la publicité, le parrainage et de façon tout à fait partielle le packaging sont encadrés par le code de santé publique. Donc j'en viens à la méthode que nous avons utilisée. Nous avons en fait procédé par observation directe et également par le biais d'entretiens qualitatifs, en sachant que la combinaison de ces approches avait pour intérêt d'une part de dresser un tableau des stratégies déployées dans les espaces que nous avons retenus et d'autre part de pouvoir regarder, croiser la perception, le regard que les jeunes portaient sur ces stratégies. Et pour ces observations directes, nous avons pris le parti d'aborder les choses de façon tout à fait exploratoire, c'est-à-dire en gardant un regard naïf par rapport au marketing, par rapport à sa définition, par rapport à ses formes, en abordant donc l'ensemble de ces espaces en s'attachant à noter, repérer les différentes mises en valeur de l'alcool, des produits alcoolisés qui peuvent exister dans ces espaces. Et donc ce terrain qui a été mené, que j'ai eu l'occasion de mener également avec l'aide de Madame Djalpacha, a consisté à aller visiter 14 magasins, hypermarchés, supermarchés, supérettes. Ça a été aussi des observations dans 9 festivals de styles divers, donc des festivals en France, je dirais, rayonnement national, des grands festivals ou des festivals un peu plus confidentiels, principalement sur la saison 2017. Ça a été également en fait des observations qui ont eu lieu dans le cadre de 9 matchs de rayonnement de compétitions nationales ou internationales dans des stades franciliens en 2018, donc, en sachant que donc, les disciplines qui étaient concernées derrière ont été le tennis, le handball, le football et le rugby. Et puis, s'agissant d'Internet et des réseaux sociaux, nos observations ont été guidées par un travail de veille qui est mené par l'association Avenir Santé, qui a eu aussi la gentillesse de nous confier quelques clichés. Nous avons également mené 21 entretiens individuels auprès de jeunes de 17 à 25 ans. Parmi eux se figuraient donc 6 mineurs, 11 filles, 10 garçons de France métropolitaine qui présentaient aussi des niveaux d'usage variés, du non-consommateur à usager problématique. Et également pour la grande distribution et Internet, nous avons complété ce travail par des focus group auprès de lycéens de première professionnelle et générale en ce qui concerne la grande distribution et sur la thématique d'Internet et des réseaux sociaux auprès de collégiens de 4e donc, qui étaient en Ille-et-Vilaine. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Qu'avons-nous observé? Donc pour commencer dans la grande distribution, 4 axes majeurs de marketing ont pu être notés. Pour les 3 premiers, ils sont relativement familiers. Des stratégies professionnelles à travers des réductions de prix, des remises de quantité, donc ça c'est 3 pour le prix de 2. Des rabais avec les cartes de fidélité, des primes avec cadeaux, c'est par exemple quand on vous offre un verre ou une canette de soda avec une bouteille. Et puis, des stratégies communicationnelles donc, qui passent par les prospectus, l'information sur le lieu de vente. Cette information a souvent trait aux offres professionnelles disponibles.
de la publicité sur le lieu de vente qui passe par l'affichage et les présentoirs particuliers, et puis du packaging et du conditionnement. Ce qui est peut-être un petit peu moins connu ou familier pour nous, en tout cas sous ce terme, ce sont les techniques de merchandising, c'est-à-dire des techniques marchandes dont l'objectif est de présenter un produit à un acquéreur éventuel dans les meilleures conditions physiques et psychologiques, et donc en faisant appel à tout ce qui peut le rendre le plus attractif possible. Et donc dans ce registre, nous avons tout ce qui est étalage et mise en valeur dans le magasin, comme donc les linéaires. Les linéaires, c'est le terme en fait pour les rayons, des espaces aménagés type espace cave, comme vous voyez en fait sur les deux illustrations. C'est aussi en fait une mise en valeur dans des zones de fort passage qu'en marketing on appelle des zones chaudes. Et c'est aussi la proposition d'associations de produits alcoolisés avec d'autres produits qui sont parfois mis en scène, je l'ai mis entre parenthèses, en boutique. Je reviens sur ces deux derniers points. Alors, que je ne me trompe pas, c'est parfait. L'étalage dans les zones de fort passage peut prendre différentes figures selon la configuration du magasin. Typiquement, en supérette, il s'agit de l'agencement des bouteilles à l'arrière des caisses, également pour des mesures de sécurité et des mesures anti-vol, ou l'étalage, la disposition de packs sur les vitrines qui ont pignon sur rue, en supérette. C'est un petit peu différent en supermarché et en hypermarché, puisque là, en fait, ce qui sont investis, ce sont les têtes de gondole. Donc les têtes de gondole, j'ai assumé que tout le monde savait, c'est en fait l'espace qui est tout devant les rayons. Et également, ce qu'on peut trouver en zone promotionnelle, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver en fait en zone professionnelle, donc dans les grands halls d'entrée des hyper et supermarchés, ce sont des amoncellements de lots, de packs, de caisses que l'on peut voir parfois avec des références un petit peu particulières, ou alors des stands qui peuvent être animés, organisés dans ces espaces. Hop. En ce qui concerne les associations de boissons alcoolisées qui sont présentées, mises en scène avec d'autres produits, elles sont particulièrement visibles à la fois en supérette et en supermarché, dans la mesure où elles sont relativement répétées en hypermarché dans différentes zones du magasin, près des apéritifs, dans les rayons produits frais, le rayon boucherie, pâtisserie, voilà, et en mettant en scène principalement des produits tels que de la bière ou alors différentes sortes de vins. Et ce sont aussi des associations qui sont visibles en supérette dans la mesure où là, ces associations, elles sont exposées dans des passages quasi obligés à l'intérieur des supérettes. Un passage en fait qui est guidé par aussi et qui est dicté par l'espace contraint dans ces espaces. Alors, quelle que soit l'intentionnalité, il faut noter que nous avons aussi noté un entreposage des alcools à proximité de produits particulièrement prisés par les jeunes. Vous avez ici donc des boissons sucrées, jus de fruits, etc. Et puis, les meilleures conditions de vente possibles, c'est aussi la proposition de boissons prêtes à consommer, réfrigérées dans des frigos, avec des frigos qui portent le logo de marque d'alcool ou de soda, dans un contexte, y compris en hypermarché, où une bonne partie de la clientèle en fait, parvient à aller dans le magasin en étant véhiculée, ce qui peut poser question si l'on fait un parallèle avec le cadre légal qui est imposé dans les stations essence. Dans l'autre sens, en ce qui concerne le monde du sport et des festivals, on a pu noter de nombreuses similitudes, mais aussi quelques spécificités. Au rang des similitudes, la première, c'est d'abord une très importante force de vente qui est mise en place à la fois à l'intérieur des festivals, dans l'enceinte des festivals, et c'est peut-être ce qui les distingue en ce qui concerne les stades sportifs à l'intérieur, mais également surtout à l'extérieur du stade, dans l'espace public. Cela va de pair avec un fort affichage publicitaire qui est lié à la concentration des points de vente, et notamment des débits de boissons temporaires qui apparaissent, qui sont autorisés lors des matchs, et qui sont autant de supports publicitaires, avec également un important volume de mobilier publicitaire, parasols, barrières, banderoles, comptoirs, oriflammes, barnum, qui donc, vous voyez ici aussi avec donc, les stands en enfilade à côté du Stade de France, qui viennent occuper l'espace public notamment. Troisième point commun, c'est une forme de publicité que là j'ai qualifiée de mobile ou déléguée en partie aux consommateurs.
c'est à travers ces gobelets que nous appelons marque en main, des gobelets avec estampillés du logo d'une marque, dans lesquels les boissons sont vendues, qui ensuite vont circuler dans les espaces de ces événements à la main des consommateurs pour terminer sur certaines tables. Également un exemple de vente ou de publicité ambulante, comme vous voyez ici avec cet exemple de vendeurs qui sont munis de fûts portatifs de bière et qui donc déambulent à l'extérieur du stade ou même dans les gradins. Et puis également la publicité déléguée aux consommateurs, c'est aussi ce qu'on peut appeler du content marketing, où en fait il y a une partie de la publicité ou du marketing en fait qui est construit par le consommateur, l'usager même. Elle repose en particulier sur l'appel au partage d'expériences à travers les comptes internet et les comptes de réseaux sociaux des marques ou des marques alibi. Vous avez là l'exemple dans un festival où les festivaliers étaient invités à partager leurs photos, leurs expériences sur le compte Instagram de Green Room. Hop, que vous voyez ici. Green Room, j'y reviendrai, c'est une marque alibi, c'est la marque alibi de la marque Heineken. Également, on constate une communication active sur l'image de marque, que dans le milieu, en fait, on appelle le brand marketing. Il s'agit là de communiquer sur des valeurs fédératrices, des sujets d'opinion, des grandes causes telles que l'écologie, avec par exemple des éco-cups avec logo. Sur la question de la mixité sociale, ça renvoie en fait au slogan de la marque Green Room, Mix Music, Match People, et également par le sport. Et nous, sur notre terrain, donc sur les 6 observations que nous avons pu faire, nous avons notamment la campagne Enjoy Responsibly que nous avons pu constater. Donc, ici, vous voyez apparaître le slogan de cette campagne qui a été organisée par Heineken France lors de la Coupe d'Europe de rugby en 2018. Et donc, on voit apparaître le slogan de cette campagne autour du terrain et sur le terrain. Là où la publicité, la présence publicitaire de la marque était interdite a priori par la loi française. Donc parfois, ce que je vous disais, ces communications passent par le biais d'une marque alibi, c'est-à-dire une marque qui est déposée et retenue par une société et qui est exploitée par elle pour pouvoir s'y substituer dans des domaines où son activité est limitée et régulée. Nous sommes dans ce contexte en ce qui concerne l'alcool. Vous avez là donc l'exemple de Heineken et sa marque alibi Green Room, et vous pouvez voir en fait qu'une marque alibi exploite souvent des références distinctives, visuelles, des éléments du graphisme, du logo ou même du slogan de la marque mère sans la citer directement. Et par exemple, cette marque Green Room a été très présente et très souvent observée sur les festivals sur lesquels nous nous sommes rendus. Vous voyez ici voilà, une piste de danse avec Green Room, et ici carrément tout un espace, le village Green Room. Ce sont différentes discothèques à l'intérieur desquelles les festivaliers de Lollapalooza Paris pouvaient se rendre. Des particularités aussi. Alors en festival, c'est vrai qu'il y a de grands espaces qui sont disponibles et qui autorisent un certain nombre de choses. Par exemple, un affichage de grande envergure. Donc, vous avez ici, par exemple, la sculpture monumentale Cronenbourg qui était en entrée du festival Rock en Seine. Bon, pour la petite histoire, elle était juste en face de l'espace d'accueil des enfants, puisque dans les festivals, effectivement, on peut se dire que c'est un public adulte qui se rend, ou majeur qui se rend dans ces événements, mais tous les grands festivals aujourd'hui disposent d'un espace d'accueil enfant. Et voilà, donc cette sculpture figurée juste devant. Et puis là, vous avez donc un autre exemple. Donc on est sur les Champs Marins, donc un festival plus restreint, plus petit, où vous voyez dans un défilé organisé, il y avait là un gros bateau jaune avec un petit logo Ricard. Voilà, donc effectivement une enseigne Ricard relativement réduite, mais avec un support relativement conséquent. Et puis, il n'est pas rare aussi en festival que soient proposées des attractions annexes qui ne sont pas liées a priori aux produits alcoolisés. Et là, je pense que l'exemple le plus caractéristique est celui de ce simulateur de chute, Mr Peppermint, donc, qui est installé
juste au-dessus d'un bar dédié à la marque Jet 27. Et vous voyez, les festivaliers peuvent se mettre à l'intérieur d'une combinaison de sécurité qui a la forme, la couleur de la mascotte Mr Peppermint de la marque Jet 27 et donc bénéficier, profiter de sensations fortes dans ce contexte. Vous avez là un autre exemple qui est celui de l'atelier de street art qui était à l'effigie Cronenbourg, qui était proposé lors du festival Rock en scène. Dans le monde du sport, c'est un peu une autre histoire, c'est-à-dire que c'est la dimension internationale de ces événements qui ouvre là la possibilité à des approches marketing un petit peu particulières et en tout cas régulées par la loi française. Bien sûr, il y a une publicité qui est visible à travers les retransmissions de matchs menés à l'étranger. Et il y a aussi cette pratique du naming. Vous avez là ici l'exemple de la Coupe d'Europe de rugby qui s'appelait Heineken Cup, qui était pudiquement appelée H-Cup pour la France. Et même si ce championnat a changé de nom, vous voyez encore ici les petits fanions de la H-Cup qui apparaissent. Il y a également des communications organisées par les sponsors. Là, j'ai l'exemple en fait de la Coupe FIFA 2018 qui se passait organisée en Russie, où sur le site français en fait, de la FIFA, vous pouviez participer à un jeu concours, l'homme du match, qui était présenté par le sponsor, la marque Budweiser. En ce qui concerne Internet, donc il y a évidemment de nombreuses mises en valeur qui sont observables sur le net, y compris sur des sites qui ne sont pas dédiés aux marques d'alcool, donc des recettes de cocktails, des habillages de fonds de sites sur des soirées, des placements de produits, des vidéos interstitielles sur des sites politiques. Également sur les réseaux sociaux, vous avez ici cet exemple Snapchat avec le petit logo Malibu. Donc un réseau social particulièrement apprécié par les plus jeunes. Et puis des fils d'actualité sur des comptes Instagram ou Facebook. Alors qu'en perçoivent les jeunes ? S'agissant de la grande distribution, donc les divers procédés qui ont été notés sur les terrains sont ressortis également des entretiens, et c'est plus particulièrement le cas pour le packaging et la promotion sur les prix, qui sont vraiment présentés comme ceux ayant plus de poids dans la décision d'achat. Vous avez là, j'ai mis quelques verbatims, nous n'aurons pas le temps de tout lire. Vous voyez qu'on nous parle d'emballage, d'édition limitée. Fabien fait le parallèle avec le tabac. Je me souviens, quand j'ai commencé à fumer au collège, que le paquet, c'était important. Également sont pointés par les jeunes l'étalage à l'arrière des caisses en supérette et la proximité des boissons alcoolisées, des sodas, des jus de fruits, voire dans les mêmes rayons. En ce qui concerne le festival, ce sont vraiment des espaces, et les événements sportifs, ce sont vraiment des espaces qui sont vus comme des lieux où l'alcool coule de source. Il y a une forte présence, une forte visibilité qui est pointée. Boire en compagnie dans l'espace festif est quasi rituel. La tradition française en fait est invoquée davantage que des traditions familiales. Vous avez là également en fait par exemple Marianne, 25 ans, qui a quelques petits soucis de consommation avec l'alcool, qui nous explique que quand c'est un festival, on s'attend à ce que les gens boivent et ça fait gagner de l'argent. Bon, vous avez d'autres éléments ici. Donc des formes publicitaires qui sont ostentatoires. On nous explique qu'en festival, l'alcool en général, on n'a pas besoin de le chercher, il est toujours devant nous. Et qui sont de nature à stimuler, qui sont très incitatifs quant à la mémorisation des marques et l'envie de consommer. Et là, Manon, 18 ans, nous explique, parfois on n'a pas envie, pas forcément envie, mais quand on passe devant, on dit « Ah, une petite bière ». Voilà. Et puis également, un élément qui est ressorti, c'est l'écho publicitaire qui est donné aux boissons alcoolisées dans l'espace public ou les médias en ce qui concerne les événements sportifs. À propos de l'Euro 2016, on nous disait qu'il y avait des pubs partout, je n'en pouvais plus. Les adolescents ont conscience également de la publicité sur Internet et les réseaux sociaux. Et la publicité est définie pour eux comme une émanation exclusive des marques, c'est-à-dire que tous les contenus qui sont identifiés comme publicitaires mettent en scène explicitement la marque, et c'est ce qui peut différencier. Vous voyez, ce sont des exemples sur des réseaux sociaux. Ceci est considéré comme étant de la publicité. Nous avons les marques qui apparaissent, ou alors le partenariat qui est clairement indiqué, quand là, en fait, nous sommes sur la page Facebook d'un bar,
c'est quand même beaucoup moins évident. Nous avons des jeunes qui sont hyper connectés, nous l'avons déjà dit, et tous pointent des méthodes relativement intrusives, voire incongrues, des méthodes publicitaires. La plupart ont déjà été confrontés à travers des médias style YouTube, Facebook, Snapchat, ça a été les plus cités, avec des publicités interstitielles, c'est-à-dire qui apparaissent en marge, ou alors, et ça a été vraiment récurrent, dans les, vous savez, ces 5 secondes de visionnage obligatoire avant de pouvoir skipper l'annonce. Et là, on a Damien qui trouvait quand même que c'était très idiot. Il regardait un let's play avec son petit frère de 11 ans. Et on lui a dit, attention, on va parler d'alcool, mais il n'a pas pu retirer la publicité avant ces fameuses 5 à 10 secondes. Donc, il ne comprenait pas trop, en fait. Il disait que ce n'était pas très normal, en fait, ce qui s'était passé là. Nous avons des jeunes qui sont conscients donc, du ciblage publicitaire en fonction des sujets et des explorations de prédilection. Donc ça peut être soit protecteur, soit amplificateur en matière d'exposition à la publicité. Conscients, petits et grands, hein, à l'instar des collégiens, conscients en fait des partenariats rémunérés qui amènent à des placements de produits. Et puis, petite parenthèse, lorsqu'ils sont interrogés sur Internet, ils viennent à parler assez rapidement de séries, de clips, de contenus vidéo qui tendent à dénoter en fait un rapprochement entre Internet et la télé. Nos enseignements, c'est d'abord que pour pouvoir aborder une notion un peu complexe de marketing, il nous faudrait peut-être parler davantage de mise en valeur de marques d'alcool dans une enquête auprès de jeunes qui sont relativement non avertis sur ces questions. S'agissant du marketing dans la grande distribution, il nous apparaît aussi clairement utile de pouvoir discerner d'une part tout ce qui est promotion de prix, qui a un grand poids en fait dans les décisions d'achat des jeunes par rapport aux autres formes, de mieux distinguer les événements musicaux des événements sportifs. On est sur des temporalités différentes et aussi sur des formes de marketing qui peuvent être un peu plus spécifiques entre espace privé et espace public. Et puis mieux intégrer la fréquence, la temporalité de ces événements récréatifs, sportifs ou musicaux, et également mieux intégrer la valeur mémorielle de ces événements récréatifs. Et la dernière diapositive, voilà. Je vous remercie de votre attention.